Ma question, en fait, au départ, est une question assez simple d'histoire de la philosophie. Donc, est-ce qu'on peut dire, peut-on dire que la philosophie du Caire ou les philosophies du Caire, dans leur pluralité, sont une nouvelle venue dans l'histoire de la philosophie? Et si oui, quel sens cela peut-il avoir? Alors, je fais d'abord une première remarque introductive. Absent des dictionnaires de philosophie jusqu'à une date extrêmement récente, inexistant dans le vocabulaire traditionnel de la philosophie, en rupture avec les généalogies philosophiques identifiées, parce qu'il paraît issu du champ des sciences humaines et sociales, le courant philosophique du Caire semble être un nouveau venu, voire un des derniers arrivés parmi les concepts de la philosophie contemporaine. Mais que faut-il en conclure? Que les philosophies, avant l'apparition des théories du Caire, faisaient du Caire sans le savoir, que le Caire est non philosophique, ou qu'il travaille au renouvellement sémantique et à une reconfiguration conceptuelle d'un thème philosophique connu, à savoir celui de la sollicitude, puisque en contexte français, alors je ne sais pas, il faudra qu'on en reparle sur comment vous faites vous en portugais, puisqu'en contexte français, la première traduction en fait du mot Caire, le Caire de Carol Gilligan a été traduit dans les années 80 par sollicitude, et dans les nouvelles traductions, donc au début des années 2000, enfin 2005, on a choisi de ne plus traduire. Autrement dit, en français, bon, Caire, ça se dit Caire. Je ne sais pas comment ça se dit en portugais, peut-être que c'est pareil. Vous dites Caire ou vous dites Caire? Cuidado. Ok. Et donc, au fond, ce qui est en jeu, enfin, cette question des traductions, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais est-ce que, et donc je finis sur cette question, est-ce que l'idée même de Roads to Care ne suggère pas une téléologie implicite, telle qu'il serait possible de penser une filiation philosophique à l'égard de ce concept qui paraît lui-même désaffilié? Et si tel est le cas, est-ce que le Caire ne serait pas l'expression d'un de ces nombreux parricides dont est jonchée l'histoire de la philosophie? Pour répondre à ces questions, je le ferai indirectement en mettant au jour dans les philosophies du Caire 3 traits qui me semblent les caractériser et qui me permettront de les mettre en dialogue avec d'autres traditions philosophiques. Donc mon exposé sera donc ainsi en 3 temps. Je développerai tout d'abord une pathétique du Caire, donnant toute son importance aux sentir et aux émotions, à l'imagination, à la relation et à la vulnérabilité. Je poursuivrai en montrant en fait qu'il y a une pragmatique du Caire, montrant combien les jeux de langage liés au Caire, la place donnée aux narrations et aux contre-récits, le jeu entre récit et expérience y sont centraux. Et enfin, je voudrais insister sur une herméneutique du Caire qui mobilise un conflit des interprétations dans la manière de penser le soin. Dans cette perspective, la philosophie du Caire entre ainsi en discussion, ou peut entrer en discussion, avec la mémoire longue de la philosophie, dont les concepts d'agapé, de sollicitude, d'attention pourraient être, sinon des antécédents, au moins des préfigurations. Ce faisant, donc, cette arrivée dans l'histoire de la philosophie avec le Caire relève peut-être moins alors d'un malentendu ou d'un irréconciliable que d'une herméneutique tronquée, voire peut-être d'une reconfiguration narrative de cette histoire qui reste à faire et dont ce colloque, je crois, a posé les premières pierres. Je commencerai donc tout d'abord par parler donc d'une pathétique du Caire. Les philosophies du Caire, dans leur diversité, insistent sur le sentiment. Donc, les philosophies du Caire, donc, dans leur diversité, insistent sur le sentiment d'être affecté par l'autre. C'est lui qui explique, à partir de là, que se déploie un travail de Caire que l'on présente, ceci n'est pas neutre, comme celui des donneurs de soins, en français. Le don, donc, dans le soin, dit que s'y engage bien davantage que ce qu'en décrit le cadre interactionnel des échanges sous le paradigme de l'homo economicus. Le don n'est pas l'échange,
parce que le soin engage bien plus que le fait d'une prestation de service. Il y a donc une prise de position anthropologique à portée politique par les philosophies du Caire. Le Caire se dissocie d'une anthropologie d'inspiration hobbesienne qui propose une épistémologie du social en partant d'une approche atomiste des individus. On l'a bien montré hier après-midi. Il ambitionne donc ce courant philosophique de renouveler fondamentalement notre intelligence du monde commun en le pensant en clé de soin à partir d'une anthropologie relationnelle au sein de laquelle le concept de vulnérabilité joue un rôle stratégique. Ça a été aussi très bien montré hier par notre collègue brésilienne. C'est pourquoi donc il est possible de parler d'une pathétique du Caire dont l'ambition est de repenser l'équilibre entre raison et sentiment, argument et émotion, afin de faire entendre une voix différente dans l'analyse, la description et le soutien du monde commun. Le langage donc ordinaire du soin épelle le soin comme un ensemble de pratiques effectives et à dimension affective. Bien sûr, on a soupçonné les philosophies du soin dans la place qu'elles font au sentiment. Ce soupçon a été celui de la dérision qu'on peut juger masculine ou paternaliste, dénigrant au soin de n'être qu'une figure faible, une figure symptomatique de femme, d'une absence de maîtrise et de contrôle dans l'invisibilisation du Caire dénoncée par le féminisme. On pourrait, si on était un peu nietzschéen, démasquer dans le Caire l'inverse de ce que Nietzsche appelait la grande santé autonormative, à savoir finalement que le Caire ne pourrait peut-être n'être que l'expression d'un nouveau discours édifiant et compassionnel, exprimant une morale des faibles et du ressentiment. Or, il me semble qu'au-delà de ces doutes, parler légitimement d'une pathétique du Caire impose une précaution préalable. Cette pathétique du Caire n'est pas une concession faite au pathologique d'une pulsion ou des bons sentiments. Cette pathétique n'est pas l'expression d'une explosion de bons sentiments ou d'une manière de céder à l'évidence et nécessaire bonté du pathos, parce que de fait, on a fait souvent le reproche aux philosophies du Caire d'être une apologie sirupeuse, sucrée, des bons sentiments, ne voulant pas entendre en fait la portée critique de ce courant philosophique qui consiste à dénaturaliser les approches du Caire, notamment dans la jonction entre sexe, genre et Caire. Les philosophies du Caire inversent le raisonnement. Elles discutent généalogiquement les raisons et les motifs qui cautionnent la défiance à l'égard du sentiment et la dérision à l'égard du minuscule, du soin ordinaire, de la douceur, voire de la délicatesse. C'est-à-dire tous ces éléments sans lesquels, pourtant, le monde humain ne saurait tenir. Il y a une longue tradition philosophique qui a reconnu l'importance du sentiment dans la philosophie de l'action, qu'on l'appelle passion, qu'on l'appelle pulsion, qu'on l'appelle émotion ou qu'on l'appelle sentiment, avant d'être écrasé par des approches rationalistes, voire hyper-rationalistes. À leur façon, c'est-à-dire en reprenant le thème des émotions via notamment la relecture de la psychanalyse, mais aussi d'autres courants, eh bien, des penseurs du Caire, et notamment quelqu'un comme Gilligan, comme pionnier, dans son opposition à quelqu'un comme Kohlberg, eh bien, à leur façon, donc, ces philosophies du Caire réinvestissent cette tradition philosophique qui donne son importance à la question des sentiments, en montrant que le sentiment n'est pas moins pertinent que la raison pour penser la responsabilité pratique. Pour ces philosophies, l'enfantin ne se réduit pas à l'infantile et il importe de redonner toute sa place au rôle éthique de l'imagination, imagination, non fantasy, dans le cadre de la considération morale. Ça a été dit hier, donc je ne voudrais pas être trop long sur cet aspect, mais donc pour les philosophies du Caire, cette valorisation en fait, du sentiment suppose, de reconfigurer ce concept central pour ces philosophies, qui est le concept de vulnérabilité.
le concept de vulnérabilité dans ces philosophies joue un rôle pivot de redéploiement de l'analyse en inversant la compréhension. On pense ici, bien sûr, au travail de Joan Tronto, qui a haussé ce concept de vulnérabilité au rang de concept phare de la politique du Caire, en face, de cette façon, et en discussion à l'égard des traditions utilitaristes d'un côté, et y compris sa discussion à l'égard de Rawls. Le concept de vulnérabilité occupe une place stratégique dans les philosophies du Caire. Il fait partie de ces concepts qui construisent une nouvelle constellation dans le vocabulaire de la philosophie contemporaine. La vulnérabilité, donc du latin vulnus, la blessure, n'est pas la faiblesse ou l'impuissance. La vulnérabilité n'est pas ici pensée comme une incompétence ou comme une forme de dépendance honteuse. En se concentrant sur ce que la vulnérabilité fait plutôt que sur ce qu'elle est, on peut souvent faire de la vulnérabilité un défaut, voire une défaite. Or, c'est ce que vont faire les philosophies du Caire. Elles inversent le sens donné à cette catégorie, puisqu'elles vont faire de la vulnérabilité une disponibilité, une exposition à l'autre. Quelqu'un comme Lévinas, enfin en tout cas on voit très bien le lien qu'on pourrait faire ici avec la philosophie d'Emmanuel Lévinas, comme ça a été montré dans un exposé hier matin. Donc de ce point de vue, le Caire se démarque de la grande tradition de la pensée des Lumières, qui a mis l'accent sur l'importance du discours d'émancipation pour éviter l'aliénation, mais il s'en démarque non pas pour rejeter le discours de l'émancipation, mais pour montrer que la valorisation de la vulnérabilité a une signification profonde d'ouverture. Elle ne se pense pas simplement en termes, ne peut pas se penser simplement en termes de soumission, d'aliénation, de dépendance ou d'hétéronomie. Bref, la vulnérabilité pouvait être un défaut annonciateur d'une défaite, elle devient une disposition à la relation. Les philosophies du Caire vont en faire une capacité, voire une compétence, avec ce que cela peut renouveler dans la compréhension de notre idée de la responsabilité. C'est toute la tension de la responsabilité imputation vers la responsabilité obligation. Sur cette question, en fait, sur cette question en fait d'une pathétique du Caire, je voudrais encore dire quelque chose très rapide, quelques éléments rapides. Le sentiment d'être affecté, donc take care, donc par l'autre, logiquement premier par rapport au travail de Caire, ne peut pas en réalité être séparé. Ce sur quoi les philosophies du Caire insistent de façon massive, c'est que le soin n'est pas une idée, le soin est une pratique. D'où la discussion qui a été faite justement à l'égard des éthiques des vertus de ce point de vue-là. D'où aussi la proposition de Tronto qui veut articuler ce qu'elle appelle le processus du Caire, depuis l'attention jusqu'aux soins donnés et reçus. Un troisième élément tient donc que cette dimension pathique du Caire noue une proximité très grande entre les enjeux esthétiques et les enjeux éthiques. Ce rapprochement entre esthétique et éthique dans le Caire n'est pas décoratif ou n'est pas esthétisant. Il me semble en fait qu'il convoque ici ce qu'une autre tradition, la tradition phénoménologique de quelqu'un comme Erwin Strauss ou comme Henri Maldinet, appelle la dimension pathique du Caire. Dimension pathique du Caire, en mettant au jour donc une forme de communion sensible pré-intentionnelle. Il s'agit donc pour le Caire d'inventer une langue, des méthodes, une esthétique capable d'épouser la contingence, de suivre la singularité d'une histoire de vie qui résiste et qui tente d'expliciter sa normativité propre. Si on veut trouver un exemple d'esthétique du Caire, c'est un risque, mais de cette façon, il me semble que le travail cinématographique de quelqu'un comme Chaplin
et c'est l'exemple qu'on pourrait donner en fait d'une esthétique du Caire, puisque au fond la figure funambulique de Charlot, qui est une figure en fait instable, elle illustre cette capacité d'épouser la contingence et de prendre soin dans des situations insupportables. Mais on pourra en discuter si vous le souhaitez. En tous les cas, donc, le Caire, donc, parler d'une esthétique du Caire, c'est dire que le Caire ne se voit pas, ou il ne se voit que lorsqu'il est absent. Autrement dit, le Caire fait tenir le monde, mais on ne le sait que lorsqu'il n'est plus là. Cet aspect est central parce que le rôle des méthodes dans le cadre du Caire consistera précisément à rendre sensible ce qui d'ordinaire est invisible. Donc le rôle du pathique avant le pathétique permet de comprendre pourquoi les philosophies du Caire, me semble-t-il, font une place importante aux arts et singulièrement à la littérature et en contexte français aux séries télévisées pour questionner comment sensibiliser à la singularité d'une situation. De cette façon, on pourrait dire que danser, jouer, écouter sont autant d'attitudes qui peuvent permettre de comprendre ce que signifie prendre soin du monde en nous sensibilisant. Ça, c'est ma première partie. Ça va à peu près ? Merci de votre écoute, et de votre générosité aussi. J'en viens donc un deuxième temps donc, sur une pragmatique du Caire. Oui, merci. Obrigado. Le Caire n'est pas qu'une disposition attentive. Il implique aussi des dispositifs effectifs, des soins dispensés. Le Caire, donc, s'épelle et s'explicite dans des pratiques. Il n'est pas indifférent que ces pratiques soient aussi langagières, puisque les relations entre soins, travail et langage sont loin d'être secondaires. Le soin est aussi un soin qui se communique ou qui, mutilé, humilié ou invisibilisé, s'en trouve empêché. Je pense ici à la formule célèbre de Walter Benjamin, qui insistait, tout en contestant l'impact de la rationalité instrumentale sur le monde de la vie, sur la force du conte et sur le fait que nous soyons devenus, dans nos sociétés, pauvres en expérience. Parler de pragmatique du Caire fait écho aux traditions philosophiques anglo-saxonnes et à leurs analyses, en fait, de philosophie du langage. Notablement, en contexte francophone, donc là c'est très franco-centré, je m'en excuse, mais on pourrait faire l'exercice, je crois, en fait, pour d'autres pays et dans d'autres langues. Donc, notablement, donc, je disais, en contexte francophone, la réception philosophique du Caire, mot que l'on a choisi de ne pas traduire, peut se comprendre comme l'occasion d'une discussion renouvelée entre la philosophie continentale, plus phénoménologique et existentielle, et les philosophies plus analytiques. Singulièrement, le rôle de la référence à la pensée de Wittgenstein est loin d'être secondaire, du moins en tous les cas dans le contexte de la traduction francophone. Une pragmatique du Caire s'attache à ce que le Caire fait au langage, mais aussi à ce que le langage fait au Caire. Ce que le Caire fait au langage se manifeste dans des jeux de langage, dans le rôle qui sera accordé à la non-traduction du concept, à ses effets sémantiques de reconfiguration de la conceptualité philosophique. Mais une pragmatique du Caire insiste aussi sur ce que le langage fait au Caire, sur la façon dont il donne la parole aux donneurs de soins ou aux travailleurs du Caire, souvent empêchés dans l'expression de leur dire. La première aliénation des travailleurs du soin ou au travail paraît bien être une aliénation par le langage. Et le travail de soin, invisibilisé, est souvent accompagné d'une parole empêchée. De ce point de vue, les philosophies du Caire portent une idée que Paul Ricoeur formulait en ces termes, lui qui n'est pas un théoricien du Caire, qui a pensé plutôt l'importance en fait, du concept de sollicitude, qui est une façon possible de traduire le mot Caire, mais qui n'est pas toujours satisfaisante. Mais Ricoeur, donc, dans un article important sur travail et langage et parole, disait ceci, je cite,
la liaison de la parole et du travail dans notre vie atteste de la façon la plus manifeste quelles tensions entretiennent la dynamique de l'existence personnelle et le mouvement douloureux des civilisations. Finalement, parler son travail, c'est accéder à la parole de l'homme politique. Il me semble que cette idée éclaire ce qui s'engage pour ou avec les philosophies du Caire. Un soin du langage, un prendre soin des mots, s'insurge lorsque le langage, dans sa capacité à décrire et à accompagner le Caire, est abîmé. Que ce soit par le souci de la fonctionnalité d'une raison instrumentale, dont l'acronymité est aujourd'hui le symptôme, ou que ce soit par la gouvernance par les nombres du projet néolibéral qui s'étend sur tout le monde vécu et malheureusement aussi sur le monde universitaire, puisque les philosophes, eux aussi, doivent rendre des comptes. Dans cet esprit, enfin, du moins, au moins dans la démarche académique. Dans cet esprit, donc, le Caire s'envisage comme le travail de soutien à de justes narrations résistantes à l'écrasement par l'idéologie des grands récits totalisants, qu'on les appelle le marché, le capitalisme, la mondialisation, etc. Donc une pragmatique du Caire ne suggère pas que le Caire ne serait que langage, alors qu'il est essentiellement une pratique, mais il suggère qu'on peut pratiquement prendre soin du langage et prendre soin des mots du soin jusque dans sa portée politique. Pour mettre au jour cette pragmatique du Caire, je voudrais m'arrêter, en faire ressortir 4 traits majeurs, en m'arrêtant sur les analyses de Carol Gilligan, que certains ont considéré pas assez politique, mais je ne rentre pas dans ce débat, même s'il est important. Une pragmatique du Caire, elle peut se lire sur 4 niveaux. Au niveau des actes de langage, au sens de Austin, au niveau des liens entre narration et vérité, au niveau de la critique des dominations langagières, et enfin autour de la dimension du témoignage. Donc je reviens rapidement sur ces 4 points. La première décision des philosophies du Caire, alors peut-être que c'est très francophone, je le redis, donc vous me direz si je parle d'une île, ou si mon propos est généralisable. Donc une première décision des philosophes du Caire tient donc dans un coup de force dans la langue, par la langue, ou dans ce qu'on pourrait appeler un acte de langage ou un performatif. En performant l'usage du mot Caire et en refusant, par exemple, de le traduire, il s'agit, me semble-t-il, de reprendre l'initiative quant à la justesse des mots qui expriment les expériences humaines. Ne pas traduire Caire a une signification philosophique, c'est un coup de force qui ambitionne d'être une rénovation sémantique et critique. Je l'ai dit en commençant, le concept de Caire est absent des dictionnaires classiques de la philosophie, et il est absent d'un dictionnaire intéressant, qui est le dictionnaire du vocabulaire européen des intraduisibles, travail de Barbara Cassin. Alors bien sûr, si on regarde ce dictionnaire, on a une occurrence pour Sorge, ou Fürsorge, donc pour le souci, au sens heideggerien du terme, mais précisément entre le souci tel qu'en parle Heidegger, qui relève d'un existentiel, et le Caire, qui relève plutôt d'un enjeu existentiel, on n'est pas tout à fait sur le même registre, puisque l'un est plutôt d'ordre ontologique, là où l'autre est d'ordre éthique. Mais néanmoins, au fond, faire du Caire un intraduisible n'implique nullement, au fond, que le mot ne soit pas traduit ou ne puisse pas l'être, puisque, de cette façon, l'intraduisible, on ne cesse pas de chercher à le traduire. Mais ce que cela signale, c'est que la traduction dans une langue ou dans une autre fait problème, au point, effectivement, de susciter la nécessité de néologisme ou de revisiter des concepts qui, jusque-là, en tenaient place. Et donc, de cette façon, la question que je me pose, c'est pourquoi le Caire et non pas la sollicitude en contexte français? À quoi, à l'égard de quelle distance épistémologique prend-on lorsqu'on choisit de ne pas traduire? Bref, qu'est-ce qui fait problème dans la traduction du mot Caire?
ou comment parvient-on à le traduire? Ces questions, elles ont une portée langagière et une portée métaphorique, puisque ne pas traduire en contexte français, ça met en discussion des habitudes langagières qui exprimaient le soin, à commencer bien sûr par le mot soin dans sa signification médicale. Et donc ces expressions en fait, du soin, ce sont les concepts en contexte français de sollicitude, de compassion, de charité. Et au fond, le mot care sert en français à faire trois choses: à démédicaliser le soin, donc penser le soin avant sa traduction médicale, à le déséthiciser, si je puis dire, pour le politiser. Et troisième élément, il s'agit de dégager, au fond, la dimension dominatrice et unilatérale en fait, du concept de charité pour le séculariser en se mettant à distance des convictions religieuses et des motifs compassionnels qui auraient pu investir le soin en chrétienté. Pour le dire autrement, le care, c'est aussi un concept qui dit quelque chose de ce qu'on appelle la sécularité, la sécularisation tardive. Mais une pragmatique du care, elle s'identifie aussi autour de trois autres éléments donc, sur lesquels je voudrais avancer maintenant. Les philosophies du care sont aussi des philosophies qui ont porté leur attention au rôle des narrations. La narration, donc, au nom d'une vérité rendue ou d'une justice rendue aux pratiques de soins. À la mathématisation du monde, à ce que j'appelais tout à l'heure la gouvernance par les nombres, qui réduit donc les problèmes humains à des questions théoriques et à une formulation rationnelle, universalisée, décontextualisée et abstraite, et qui formule donc les problèmes moraux comme des problèmes mathématiques, si l'on peut dire. Les philosophies du care donc opposent un conflit de narration qui opère donc un travail de déconstruction des récits officiels ou stéréotypés. Le célèbre texte de Carol Gilligan donc sur Amy, cette petite fille dont elle relate en fait le rôle dans ses descriptions de psychologie sociale. Amy, dit Gilligan, ne conçoit pas le dilemme moral comme un problème mathématique, mais comme une narration de rapports humains dont les effets se prolongent dans le temps. Bref, la narration accompagne les vérités d'existence contre la rationalité instrumentale. Et donc, cette capacité qu'a la langue et la littérature de suivre avec finesse dans des expériences et des situations de vie, même fragiles, fait apparaître donc combien le rôle donné aux narrations a une portée méthodologique, critique, voire une portée politique. Le soin du langage, donc, se fait clinique du langage et valorisation de la portée reconfigurative de la littérature. Bref, sur cet aspect-là central, il s'agit donc de dire que les philosophies du care, donc c'est pas par hasard, me semble-t-il, que quelqu'un comme Gilligan mobilise à ce point la littérature classique en fait dans ses analyses. Donc les narrations, il s'agit donc d'inventer un art narratif afin de transmettre une conception de la vie humaine comme étant vécue de manière réflexive. Bref, le rôle du récit dans les philosophies du care est élevé au rang de contre-récit. Contre-récit, eu égard à la domination des comptes rendus abstraits, quantitatifs et désimpliqués. En français, je fais souvent un jeu de mots qui oppose les compteurs et les comptages, en tout cas entre ceux qui racontent et ceux qui comptent. Et de cette façon, on est, je crois, pris dans cette tension aujourd'hui. Et c'est encore plus vrai pour les philosophes qui sont plutôt des gens de la narration plutôt que des gens du comptage. Enfin, on peut discuter, il y a plusieurs traditions philosophiques. Bref, donc l'enjeu sur cet aspect de la narration donc, est bien de trouver de nouveaux mots et de nouveaux récits, et donc de créer de nouvelles méthodes pour dire des expériences et restaurer les expériences qu'on veut décrire. Troisième fonction de cette dimension pragmatique, c'est, pourrait-on dire, la dimension de la critique au nom de la justice. La parole la plus proche du soin, est la parole critique qui vise à réfléchir les situations dans lesquelles le soin est effectué, mais est aussi souvent empêché, interdit, objet de pratiques de domination.
Cela va des récits officiels à l'interprétation naturalisante des textes jusqu'aux enjeux de féminisation du langage. Le soin donc reconnaît cette puissance critique de la parole, en cela assez proche donc des analyses contemporaines de la théorie critique, et notamment des problématiques de ce qu'on appelle les théories de la reconnaissance. D'où le lien en fait qu'on peut faire entre les travaux de la dernière théorie critique, enfin, je pense aux travaux d'Axel Honneth d'un côté, et celle qu'on trouve donc relecture donc du hegelianisme par Honneth et les théories du Caire. La jonction est aujourd'hui faite. Enfin, dernier lien du point de vue de cette pragmatique, le témoignage au nom donc de l'horizon d'attente d'une communication véritablement éthique. En parlant donc de témoignage engagé avec le Caire, je ne crois pas en fait opérer un coup de force, mais je voudrais pointer la dimension langagière du Caire qui s'appelle explicitement dans l'expression d'une voix-différence, qui est le titre, encore une fois, du livre de Gilligan. Cette dimension de la voix, au sens strict, la voix, est ici majeure, puisque la dimension incarnée, attachée au grain de la voix, est une manière d'attester une voix morale distincte des théories dominantes. Bref, la voix met l'accent sur une description de l'agir moral au sein des relations de dépendance et d'interdépendance, et engage une mobilisation sensible via le souffle du sujet dans sa parole. Mais ce faisant aussi, elle engage une conception renouvelée, au fond, des dépendances et des interdépendances, reconfigurant le concept d'autonomie en parlant donc d'autonomie relationnelle. Je dis ça trop vite, il faudrait que je le montre plus lentement. Bref, donc pour finir sur ce deuxième aspect, donc lorsqu'on lit soin, langage et témoignage, bien une pragmatique du Caire montre que l'éthique du Caire, fondée dans la voix et la relation à autrui, est une éthique de la résistance au fonctionnement d'une société globale mécanisée ou machinique. Je finis donc troisième temps, donc sur une herméneutique du Caire. J'ai bien conscience d'utiliser des concepts qui ne sont pas des concepts qu'on trouve explicitement dans ces philosophies. Mais je les regarde, si vous voulez, de l'extérieur, mais avec bienveillance. Une herméneutique donc, du Caire est une herméneutique critique, me semble-t-il. Elle est, pour une part, une herméneutique du soupçon, à bien des égards salutaires, à l'égard de toutes ces pratiques sociales et politiques qui encouragent un Caire empêché, que ce soit dans l'organisation du travail, dans l'inattention au Caire environnemental ou animal. C'est cette contradiction donc, avec des interprétations rivales, mais également dans une discussion avec une de ses significations les plus anciennes, la question de l'amour du prochain, dont on se demande en fait quelle extension il faut lui donner, c'est-à-dire qu'en fait qui est mon prochain? Peut-on dire de l'animal qu'il l'est, qu'un végétal l'est aussi, voire le milieu? Bref, donc à l'égard donc lesquels, donc c'est à l'égard donc de cette conceptualisation en fait de l'amour du prochain que ces philosophies du Caire se distancient ou entrent aussi en discussion. Ce qu'elles mettent donc en jeu, ces philosophies, c'est un conflit des interprétations langagières, mais également pratiques, relatif à la part reconnue aux pratiques du soin dans le monde commun. Et donc la question que je me pose, moi, c'est dans quelle mesure, au fond, le Caire n'est pas une occasion de revisiter ce qu'on appelle en fait l'amour du prochain, en l'acculturant, si je puis dire, dans nos sociétés en fait sécularisées. Donc cette herméneutique du Caire donc, se déploie, me semble-t-il, dans trois directions, concernant donc l'aliénation, la question de la vérité et celle de l'histoire. Sur la question de l'aliénation, tout d'abord, une lecture critique du Caire peut dénoncer les formes aliénantes de la sollicitude qui nuisent à l'émancipation et à la reconnaissance. Elle invite donc à un effort de relecture au prisme du Caire de nos manières de faire monde, de faire société ou faire culture avec les autres humains et les non-humains. Tel est le sens du célèbre propos de Tronto et de sa définition du Caire, entendu comme tout ce que nous faisons pour entretenir et réparer notre monde.
Il s'agit de démystifier et de dénoncer les situations où un soin caricaturé encourage la domination, soit par une hypertrophie de la bienveillance du care, qui emprisonne dans la surprotection de la compassion et du paternalisme, soit par une atrophie du care, par des pratiques de service dans un contexte néolibéral de gouvernementalité ou de biopolitique, qui confondent précisément don et échange, et qui engendrent un care empêché, réduisant donc le care à une prestation fonctionnelle. De ce point de vue, la psychanalyse nous a instruit, et Spinoza, en fait, avant elle, sur ce manque de lucidité qui fait que nous prenons parfois nos fantasmes pour la réalité, ou le fait que nous pensions que les choses sont désirables parce que nous les désirons. Le care, donc, soupçonne une naïveté première du soin qu'il s'agit de délaisser au profit d'une naïveté seconde. Pour la première, l'évidence de bien faire cautionne souvent le déploiement de la domination d'un discours compassionnel qui assujettit davantage encore qu'il ne vient secourir. Donc cette critique par le care d'une charité caricaturale donne à repenser autrement le concept de caritas ou d'agapé, d'où d'ailleurs la question je me suis posée aussi sur les liens étymologiques entre care et caritas, de ce point de vue, même s'il y a surtout une homonymie plutôt qu'une synonymie. Mais bref, donc, se méfier donc, de cette définition, de cette naïveté première, en ouvrant à une naïveté seconde. Être en prise avec l'autre dans le soin n'est pas exercer une emprise sur lui. Il s'agit donc de penser cet autrement à l'égard de l'autre, qui revient donc à débusquer dans le soin les mécanismes de domination involontaire ou non, naturalisation des rôles, domination masculine, violence organisationnelle, etc., qui le travaille, et donc à repolitiser le care, se débarrassant, si l'on peut dire, de l'optimisme démocratique qui ne veut pas voir que la violence fait partie de l'histoire humaine et qu'elle s'insinue dans les relations de soins, comme le disait Merleau-Ponty. Concernant la question de la vérité, j'ai encore 5 minutes, 4 minutes. Concernant donc la vérité, donc si la volonté du soin n'est pas sa vérité, puisqu'elle peut se trahir en domination compassionnelle, il s'agit alors de conclure que ce n'est pas l'expertise qui est le dernier mot du soin. La question donc que ça pose, c'est qu'est-ce qu'un soin vrai s'il n'est pas qu'un soin vérifiable, traçable ou tarifable? Il y a une épreuve de l'altérité qui s'épelle dans l'attention que le care porte aux pratiques de soins. Le care travaille à la reconnaissance d'un type de savoir que l'on peut appeler, qu'on appelle les savoirs expérientiels. C'est un concept, au fond, qu'on trouve chez un philosophe comme Dewey, notamment dans sa dimension de ce qu'il appelle l'empirisme radical. Donc, les savoirs expérientiels. Cette connaissance par corps donne à penser comment les donneurs de soins engagent de leur corporéité, de leur affectivité, de leur rationalité dans le vif du travail, comme soignants, comme agriculteurs, comme soigneurs, comme enseignants. Il ne s'agit pas là donc d'une expertise sujette à une prescription technique, mais de compétences relationnelles mobilisant une disposition éthique. L'acte soignant majeur, consistant en un savoir relationnel présent au présent, donc ne relève pas d'une vérité de science, mais d'une vérité d'existence. C'est ce qui oppose, de ce point de vue, John Tronto à quelqu'un comme Ulrich Beck, dans son ouvrage « La société du risque ». Cette dernière s'oppose frontalement à l'idée de risque, en parlant de care, notamment eu égard à la question du risque climatique, de l'érosion de la biodiversité, enfin toutes les problématiques soulevées par la crise environnementale. Et donc dans ce conflit en fait, qu'il y a entre ces deux philosophes, donc, Tronto s'oppose donc frontalement à l'idée de risque en parlant de care. Elle s'oppose donc à l'idée de société du risque parce qu'une société du risque ne pose les enjeux qu'en termes rationalistes experts, servant finalement encore la croyance en une maîtrise de ce qui nous submerge, délaissant comme seconde et non cartographiable les approches sensibles. Le care ne sous-estime pas la pernicieuse efficacité du gouvernement par le monde, par les nombres,
et ne sous-estime pas la force des protocoles et la capacité, au fond, d'appauvrir la langue pour mieux être, entre guillemets, efficace, mais le Caire invente, par le rôle reconnu aux pratiques de soins, ce qu'on appelle parfois les recoins du soin, eh bien, une forme de résistance à l'expertise prévisible. Il s'agit donc de donner place à la consistance poétique et théorique qui réinstitue les donneurs de soins en leur inventivité créatrice. L'enjeu, il est bien là. C'est au fond comment maintenir et soutenir la créativité pratique des acteurs dans des cultures qui, en fait, la rétrécit et l'anéantit. Il s'agit donc de réconfigurer l'idée de savoir en prenant ses distances avec la domination des savoirs scientifiques des impliqués, non pas pour les refuser, mais pour les resituer, et les articuler avec la description des expériences de soins. Bref, ce que font les philosophies du Caire, de ce point de vue, c'est d'articuler avec les savoirs expérientiels, eh bien, les savoirs scientifiques d'un côté, avec les expertises d'usage. Bref, pour finir sur cette question, donc, le Caire revisite la vérité du savoir en donnant toute son importance au savoir sentir, engagé dans la fragilité des relations de soins, qui à la fois se cultivent, se soutiennent, mais qui mesurent leur précarité, puisqu'elles peuvent disparaître à tout instant. Enfin, et pour finir, sur le plan historique, on peut penser le Caire comme un interprétant, comme l'occasion, en tout cas, donc, de relecture de la grande et vaste histoire de la philosophie. Il peut y avoir une herméneutique tronquée du Caire dans cette fonction critique qui ne voit pas le sens profond, au fond, de la sollicitude, celle qui entretient une sorte de rupture paradoxale des filiations entre les problématiques du Caire et les traditions philosophiques qui ont pourtant porté une attention à l'antériorité de l'autre sur le projet que l'on a pour lui. Et finalement, faut-il réduire le Caire? On pourrait poser la question comme ça. Faut-il réduire le Caire à un autre moment contemporain en disant, voilà, c'est un petit moment parmi d'autres, ou faut-il le penser comme ce qui reconfigure notre lecture de l'histoire de la philosophie et de ses concepts importants relatifs aux soucis à l'égard de toute vulnérabilité, humaine, non humaine ou écologique. Donc le Caire, ou le soin, est un des hauts lieux où s'épelle une attitude humaine. On peut, de cette attitude, proposer une interprétation réductrice qui débusque dans les pratiques de soins et leur théorisation des relations de pouvoir insidieuses, des formes de gouvernementalité relevant de biopouvoir, comme dirait Foucault, que ce soit dans le soin éducatif, dans le soin parental, dans le soin médical, dans le soin environnemental, etc. Mais, si on fait ça, si on fait cette lecture réductrice, alors, effectivement, le Caire viendrait critiquer le régime général du biopolitique, au sens de Foucault, dont le mot d'ordre est celui de la gestion, assimilant le soin à un management des corps, des émotions, dans la surveillance ou dans la compassion excessive. Mais on peut proposer une autre lecture, et c'est là-dessus que je terminerai, donc non plus une interprétation réductrice, mais une interprétation créatrice du Caire, interprétation créatrice. Celle-ci retrouve alors des occasions d'ouverture sur des possibles présents dans nos traditions philosophiques, concernant donc une façon de rénover notre lecture de l'histoire de la philosophie et plus généralement notre mémoire culturelle. Parce que nous n'avons finalement aucune idée de ce que serait une société ou une culture sans Caire. On pourrait faire cet exercice de pensée. Que serait une société sans Caire? Mais donc presque parce que nous n'avons aucune idée, alors peut-être le 1984 de Orwell, quoique il y a encore des recoins où il est encore possible de s'aimer, mais bref, donc parce que nous n'avons donc aucune idée de ce que serait une société ou une culture sans Caire, le Caire se présente comme un interprétant. Il questionne par conséquent et reconfigure peut-être le concept de soin qu'on trouve dans le discours socratique qui parle au fond du geste philosophique comme étant une maïeutique. Il reconfigure ou revisite le concept évangélique d'agapé dans ce que signifie l'amour du prochain. Il questionne le concept phénoménologique d'attention
et avant lui celui de Soucy, réveillant peut-être les promesses non encore tenues de ces traditions intellectuelles, et peut-être, au fond, ces philosophies du Caire nous demandent comment les acculturer. Et c'est sans doute le défi de nos rencontres de ces 3 jours que de faire ce travail d'acculturation. Bref, ce renouveau de la lecture s'avère nécessaire, me semble-t-il, dans le cadre de l'unidimensionnalisation du monde, d'une société libérale qui ne laisse plus à personne le temps lent du soin, à commencer par le temps lent de la lecture. Et donc, c'est assez paradoxal de voir que les gens ici viennent visiter, une librairie alors qu'ils ne lisent plus, ou plus guère. Et donc, ceci, effectivement, questionne, l'idée que la consistance du Caire est aussi l'expression de sa résistance à la violence de l'unidimensionnalisation du monde. Et donc, je finis là-dessus. Donc, les routes du Caire sont longues, mais elles ne sont pas nécessairement droites. Je vous remercie de votre écoute.